Yaolana et Maëva. Aujourd'hui, je voudrais parler du pouvoir du mana. Je me marre parce que je me dis, waouh, c'est peut-être le temps de le faire. Surtout que vous êtes très nombreux à avoir commenté, soit sur, alors je ne vais pas dire les noms, donc sur plusieurs sites qui vendent ces livres et les livres en ligne. Donc vous êtes beaucoup à avoir noté le pouvoir du mana et j'ai lu, pas tout parce que ça fait un moment que j'ai pas lu et je suis sûre qu'il y a des nouveaux commentaires. Mais en tout cas, il y en a plusieurs qui m'ont fait plaisir, qui m'ont fait rire. J'ai eu envie de vous répondre et je me suis dit, bah, c'est pas ma place. Mais certains, voilà, je fais le clin d'œil et je le sais parce que beaucoup d'entre vous me le disent aussi. Waouh, le pouvoir du mana, c'est dense. Donc, première manière de présenter le pouvoir du mana, vous avez un livre qui va vous accompagner un petit peu, beaucoup, quelques années. Alors, certaines, et il faut aussi les citer, je pense notamment à une personne qui a fait un blog, Manotea Richmond, j'espère que je ne me trompe pas, qui avait beaucoup d'a priori sur le livre, elle le dit franchement, et elle l'a lu très vite. Donc, il y a aussi beaucoup de personnes qui me disent je le dévore, parce que ça me révèle, et ça me permet de me reconnecter à des choses que je savais. Donc, ce qui est écrit fait partie soit de l'enseignement oral, soit de l'enseignement intuitif et inconscient. Bien sûr, c'est mon nom, entre guillemets, qui est là-haut. Alors, j'ai la chance d'avoir eu un grand monsieur que je remercie encore, qui a fait la préface et qui s'appelle Luc Baudin, et c'est un être de lumière, et c'est vraiment un homme, un mentor, pour le coup, quelqu'un qui est dans l'esprit de l'alchimie, quelqu'un qui est dans la protection, qui est dans son rôle de guide. Et l'histoire, d'ailleurs, fait que c'est important de parler de Luc, parce qu'en fait, je me suis, entre guillemets, réveillée avec lui, mais alors avec d'autres personnes, c'est un processus, hein. Il y a plusieurs éléments qui participent à l'éveil du chaman et à sa construction et surtout à sa pratique, hein. Et ce qui est important de dire, c'est que Luc, pourquoi ce livre a lieu d'être et d'exister, tout comme l'oracle du mana, c'est que quand j'écrivais tout ce que je recueillais comme témoignage, connaissance sur le mana et bien sûr initiation aussi sacrée sur le mana, j'ai rêvé de lui. J'étais avec Thoth au Tibet à Lhasa, donc avec Bouddha, vous imaginez, en rêve, les trois bonhommes quoi. Le scribe égyptien, Bouddha, l'équilibre de la spiritualité et de la terre, et Luc, la personne incarnée que je connaissais, et les trois me disent on va t'aider à écrire ton bouquin quoi. Et quand j'ai rencontré Luc au cours d'un déjeuner à nouveau et que je lui raconte cette histoire, il me dit je vais te présenter l'équipe de Guy Trédaniel. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et c'est sûr que comprendre le mana, c'est par exemple accéder au livre de Luc. Luc a écrit beaucoup sur le Ho'oponopono, qui est une tradition qui nous vient de Hawaï. Il y a des traditions très connues à Hawaï que sont les lois du Huna. Ça, c'est très important aussi, par exemple, de s'y intéresser ou de découvrir ou de le redécouvrir. Il y a aussi énormément de témoignages de guérisseurs, de personnes qui participent en fait à la guérison par la télépathie, par la pratique du soin énergétique. Pour moi, la cohorte des personnes, notamment Dispenza, Quantum, toute cette équipe, ce groupe, cette communauté, reprend des principes d'Hawaï, qu'il américanise. Et c'est vraiment, pour moi, tout est dans Hawaï. Comme ils sont américains, pour moi, c'est logique. L'autre grande tradition écrite et orale auquel j'ai eu la chance d'avoir accès, elle est néo-zélandaise. Là, je vais remercier un autre grand monsieur qui m'a beaucoup aidé, qui s'appelle Torea Kola, qui est directeur marketing et communication de Air Tahiti Nui, la compagnie aérienne qui nous permet d'aller en Polynésie avec des bonnes odeurs, des bons repas et des personnes adorables à bord. C'est simple, quand je lui ai parlé de mon projet du chamanisme en 5 piliers, puisque c'est comme ça que je l'ai reçu et surtout aussi que je l'ai traduit, il m'a dit je soutiens ta démarche parce que tu fais est précurseur, Torea Kola, donc fils du navigateur, et il a, à l'image de son père, une vision de navigateur et d'explorateur. Et c'est surtout un soutien fidèle qui est très curieux, très intelligent, une intelligence à la fois émotionnelle
et du temps. C'est l'intelligence qui voit le temps, qui voit les choses. Et grâce à lui, parce que c'est là où il arrive, je suis allée 4 fois en Nouvelle-Zélande. Alors non, 3 fois avec lui, une fois tout seul avant que je le reconnaisse, c'est vrai. La première fois que je vais en Nouvelle-Zélande, je suis censée y aller 2 semaines et demie et je réduis mon voyage tout simplement parce que je suis en Polynésie, que je suis bien et que la Polynésienne des eaux, donc une des grandes dames qui m'a permis de vivre en Polynésie, mon premier rêve polynésien qui s'appelle Barbara Samuela, me dit on te garde pour la journée mondiale de l'eau et on fait des événements avec toi. Et donc, il n'y avait même pas photo, je suis restée avec eux, avec la Polynésienne des eaux, une magnifique famille de personnes qui ont un cœur et une âme voilà, grande. Et donc, je réduis mon voyage, notamment en Zélande du Sud, pour seulement faire, entre guillemets, les Cook Islands, les Tonga et les Fidji. Déjà, comme je commence à me connecter, quand je vais au Cook, aux Fidji et au Tonga, je me retrouve avec des guérisseurs sans savoir, sans le vouloir, voilà, des personnes connectées, des personnes ayant reçu des traditions, des enseignements qui viennent de leur famille. Je pense à la famille tongaise qui m'a accueillie, qui viennent de leur propre initiative. Je pense à Siri, qui m'a accueillie quand j'étais aux Fidji. Toutes les rencontres improbables que je fais. C'est l'époque en plus des All Black Maoris avec Men in Black dans les... Non, c'est après, c'est les Hobbits. Oui, c'est ça, parce que Men in Black en façon sécurité, c'était quand même génial. Et là, c'est l'époque des Hobbits. Je me retrouve d'ailleurs à l'aéroport d'Auckland au milieu des Maoris All Black parce que comme d'hab, je suis distraite, je perds mon écharpe, je perds mon ordinateur, je vais chercher mon ordinateur et quand je reviens pour récupérer mon écharpe, elle a été retrouvée par un des membres de l'équipe. Et je me retrouve à parler avec le capitaine All Black de l'époque, avec caméra, photographe autour de moi. Je ne comprends pas ce qui se passe, je ne sais pas qui sont ces personnes. C'est juste dingue. Et c'est un des photographes qui me dit mais qui es-tu? Et je dis je suis celle qui a perdu son écharpe en plus bien rouge française quoi. Et je dis mais c'est qui? Il me dit c'est le All Black. Bim, tu as rencontré ta légende sans avoir conscience que tu rencontrais ta légende. Ça c'est check. C'est le mana. C'est ça le mana. C'est les rencontres qu'on a attendues toute notre vie et qui viennent sans qu'on réalise qu'on les vit et qui se présentent à nous avec humilité. Je dirais que tout ce que j'ai reçu du mana et de l'enseignement polynésien, c'est ça, c'est cette grandeur d'âme, cette générosité, cette puissance que je rencontre sans réaliser que j'ai des personnes extraordinaires face à moi. J'ai tous les maîtres, là il y en a plusieurs qui apparaissent, que j'ai eu, et je parle d'hommes et de femmes. Je dirais que j'ai réalisé dans l'instant, je reste quelqu'un dans la gratitude et le remerciement et la reconnaissance. Je ne mesurais pas la rareté de ce que je vivais et le caractère unique de ce que je vivais. Pas parce que c'est moi qui l'ai vécu, parce que j'étais face à des personnes remplies de mana et que ce chemin du pouvoir du mana a été un pouvoir qui m'a permis de pouvoir, c'est-à-dire pourvoir et pouvoir, donc de voir mon origine, parce que pou en fénois, en tahitien, quand on l'écrit pou, P-U, avec l'accent par, je ne sais plus comment il s'appelle en polynésien, ça veut dire le placenta, la racine. Et donc, si on associe en langage des oiseaux, c'est permettre de voir ce qu'est la racine. Donc c'est vraiment important de comprendre que le pouvoir du mana, c'est aussi voir cette racine. Et j'ai bien sûr utilisé le mot mana pour remettre en cause la traduction qui avait été essentiellement donnée par les protestants. Je suis désolée, voilà, il faut pointer. Les premières personnes qui ont retranscrit en fait le tahitien et les mots tahitiens et les pratiques sacrées avaient une obédience protestante parce qu'il y avait une conversion au protestantisme en Polynésie et que le mana était donc devenu le diable, l'objet des païens, de ce qui n'était pas unidéiste, monothéiste, mais ce qui était polythéiste. Et ce sont ceux qui, donc je pense à Tepano, Tiora aussi, alors tout ça, toutes ces références, vous allez les trouver là-dedans. Davis, Cotterington, tout ça, ce sont des noms
qu'on entend. Hein. Alors, Tepano, Teora, Henri, ce sont des personnes tahitiennes qui se convertissent et qui écrivent les premiers dictionnaires. Codrington, un navigateur qui parle du mana. C'est vraiment comprendre que le langage tahitien, la tradition tahitienne est écrite par des personnes qui ont un biais du fait de leur religion. Et c'est de dire, une des personnes qui parle très bien de ce... Alors, il y en a deux, auxquelles je pense quand je dis ça, parce qu'il y en a plein, hein, bien sûr. Moi, je pense, enfin, voilà, je suis limitée dans qui je pense, à qui je peux penser et de qui j'ai reçu l'information. Merci. C'est un peu dur de le dire. Alors, c'est Sandy Walker, qui a écrit Le Païen, et qui nous parle de cet enjeu de qu'est-ce que c'est être croyant en Polynésie et de pratiquer l'art sacré du mana. Il est gardien d'un marais qui est sur ces terres dans la vallée de Pirée. C'est un grand monsieur connecté qui a fait Fafaité, qui s'est connecté, enfin voilà, qui est tatoué, qui explique des choses merveilleuses sur le tapa, sur le rao. Et l'autre personne auquel je pense qui parle aussi de ça, c'est Jean-Claude Territorey. Bon, pardon si je le dis mal, qui a écrit une thèse et qui a beaucoup aussi parlé de cet enjeu de la langue, de cet enjeu de la traduction, cet enjeu de l'héritage, qui est décédé malheureusement, enfin qui nous a quittés, et qui était aussi une magnifique lumière, qui est toujours une lumière. Le pouvoir du mana, c'est nourri vraiment de ces rencontres, et ce qui était important à partager, parce que c'est pas forcément mon livre, hein. Je dis toujours, il a été proposé, canalisé, et quand je le relis, je me dis, mais qui a écrit ça? Et je sais très bien qui l'a écrit, c'est la source, hein. Il a essayé vraiment de mettre en avant des tahua incarnés, donc des personnes qui pratiquent l'énergie sacrée selon différents visages et surtout selon différents talents, différentes expertises. On parle beaucoup du chamanisme en ce moment et du chaman comme de l'intermédiaire entre le visible et l'invisible, mais on sait très bien, quand on a, entre guillemets, vécu avec des chamans, observé des chamans, qu'il y a plusieurs pratiques chamaniques. Il y a la pratique chamanique qui va consister à parler aux défunts, il y a la pratique chamanique qui va consister à guérir et à amener la personne en transe ou à lui donner des plantes. Il y a la pratique chamanique qui va permettre de faire passer des messages pour rétablir la communauté. Et chez les Polynésiens, il y a les pratiques chamaniques qui sont ancrées dans le quotidien. S'il y a une spécificité pour moi après le chamanisme, ils sont tous dans leur diversité et dans leur richesse. Mais ce que j'ai compris et ce que je sais et ce que je vois et ce que je peux transmettre véritablement de fort, parce que je suis dans le mental, j'essaie de justifier. On va dire que depuis que je me suis ouverte au chamanisme via la voie polynésienne, j'ai quand même beaucoup investigué, enquêté, reçu des messages des personnes sur d'autres chamanismes, amérindiens, sud-américains, Dogon, Amazi, indiens, mongols, hein, c'est encore très récent, mongols, celtes, enfin voilà, j'essaie de faire un bouillon de culture. Et ce que je sais, c'est que je trouve que l'approche du chamanisme polynésien est celle qui est la plus dans le corps. Le fait d'incarner par le corps et de faire vivre par le corps. Voilà, c'est que ma perception. Et je sais qu'en le disant, on peut trouver d'autres pratiques très très incarnées dans le corps, dans d'autres pratiques. Ce qui est en fait, je trouve, le point que j'essaie de vous traduire, c'est la diversité des tahua. Il y a le bâtisseur du temple, il y a le bâtisseur de la pirogue, il y a le navigateur de la pirogue, il y a l'interprète des rêves, il y a le rêveur, il y a le pharmacologue, celui qui fait de la pharmacopée, il y a celui qui aide à déplacer les pierres et à faire parler les pierres, il y a le prêtre qui parle pour la communauté, il y a le conseiller pour le politique, il y a celui qui a les rêves et les visions d'anticipation, qui lit les étoiles. Il y a celles qui réparent les femmes, il y a ceux qui font les limites avec les pratiques notamment démoniaques, il y a ceux qui enseignent les danses, il y a ceux qui pratiquent les danses. Vous comprenez où je veux en venir? Il y a le tatoueur, il y a celui qui prépare l'armée, qui prépare la guerre, il y a celui qui se bat pour la communauté, pour recevoir les messages pour la communauté, il y a celui qui protège les animaux. Bref, vous comprenez, diversité de tahua. C'est là où quand on dit on est tous chamans, bah oui, on est tous chamans parce qu'en fait, il suffit de 1. Se connaître soi-même, 0 avant 1, respecter l'éthique, hein. Ça c'est vraiment le premier truc,
sinon c'est même pas la peine d'essayer à se connaître soi-même. Si on n'est pas dans l'éthique, c'est foutu. S'il n'y a pas un minimum de compréhension de ce que c'est la cité, la citoyenneté, l'espace commun, le contrat commun, même pas la peine d'essayer de se connaître soi-même. Si on respecte les règles de communauté, la structure avant même de commencer, donc voilà, le clan, la famille, l'espace commun. Première étape. Ensuite, on a l'honneur et l'occasion et la possibilité d'apprendre à se connaître soi-même, donc de cheminer vers soi-même. Et après, on peut faire émerger son potentiel. Et là, à partir du moment où on fait émerger son potentiel, on se forme à ce potentiel. Et quand on commence à se former à son potentiel, on a le droit de faire des œuvres. Et on fait des œuvres d'art qui vont aller de plus en plus dans la durée pour rentrer dans la mémoire du collectif. Yeah! Allez, vous vous êtes pris 20 ans de formation en quelques secondes. Voilà ce que je peux expliquer du pouvoir du mana, qui du coup est une toute petite partie, mais je vais m'auto-censurer parce que je taquine une amie qui est aussi une initiée de Manoïti sur le mot petit en ce moment. Donc c'est aussi une grande, en tout cas c'est une pierre. Je vais quand même parler de son accueil au pouvoir du mana, parce qu'on me le dit. Il y a eu vraiment, comme toujours, plusieurs visages à l'accueil du pouvoir du mana. Il y a toutes les personnes qui m'ont dit ce que je vous ai dit, tu poses des mots sur des intuitions et surtout sur des traditions orales, et beaucoup aussi qui m'ont dit mais comment tu as fait pour savoir ça, parce que ça c'est pas écrit. Ça, je pense à plusieurs de mes étudiants, plusieurs personnes qui m'ont lu, même des grandes têtes qui m'ont dit t'es connecté toi, genre tu sais où tu sais aller chercher l'info. Donc c'est pour la communauté qu'on le fait, si ça existe c'est que c'est pour la communauté, donc il y a déjà cette partie là. Il y a toutes les parties des personnes qui m'ont dit waouh, c'est dur d'accéder ton truc, mais je sens qu'il y a un truc qui travaille. Donc ça, ce sont les appelés en devenir, et qui me remercient, qui me remercient parce que je suis entre guillemets l'intermédiaire du livre, l'intermédiaire du savoir et de la sagesse, et qui relisent en fait le livre. Voilà. Et il y a eu aussi, alors un moment, et bien sûr, rien n'arrive par hasard, le bouquin a eu pris un peu de retard, comme toujours, enfin c'est pas ça, c'est pas grave, c'est partie des processus d'édition et de parution, et donc il est arrivé en 2023. Autant l'Oracle du Mana avait eu un succès hyper bien accepté, etc. Pouvoir du Mana, c'est un moment politique charnière, puisque la Polynésie change de gouvernement et devient indépendantiste. Et donc là où l'histoire est assez drôle et assez, je dirais, aussi un peu amère, parce que c'est loin d'être facile à le vivre quand ça m'arrive. Et c'est aussi surtout inattendu, mais je ne comprends pas trop pourquoi ça se passe comme ça, dans le sens où pour moi c'est une faute, mais c'est comme ça. Dans le sens où une des personnes politiques qui a un fort pouvoir à l'Assemblée polynésienne déclare que ce bouquin sur Facebook est un haram, comme on dit en arabe, donc interdit parce que c'est une Française qui l'a écrit. Donc ça déclenche une vengeance forte sur les réseaux sociaux, donc un bashing, comme on dit, alors de ce que je représente, de mon nom et du bouquin. C'est comme ça, on ne peut pas plaire à tout le monde, on est toujours remis en question quand on publie quelque chose, on est interrogé bien sûr sur nos zones de vulnérabilité, c'est quoi la spécificité de ta recherche, c'est pas une thèse ce bouquin, mais ok, si vous voulez que je vous pose la question, c'est un panel d'entretien, un panel à la fois quanti, à la fois quali, c'est un enseignement, des enquêtes, alors menées par des étudiants, mais on a le droit de faire en fait mener nos enquêtes par d'autres quand on est en thèse. Donc voilà, la réponse elle est scientifique en premier, ce qui est assez marrant. Ensuite, il y a la réponse par la propre, on va dire, expérience personnelle. Ah bah oui, je connais bien l'injustice. Je sais ce que c'est, je l'ai validé très jeune dans mon histoire. Ça fait partie de mon histoire. Je le raconte d'ailleurs dans le livre. Donc, oui, j'ai vécu une injustice, j'ai vécu quelque chose que la communauté aurait dû empêcher. Ça n'a pas eu lieu, personne n'en a parlé, ça a été mis sous silence. Et depuis, ça me revient dans mon énergie. Le gros avantage, c'est que c'est loin, puisque c'est dans le collectif. Ce n'est plus moi. Et l'autre réponse aussi que j'ai, c'est on ne peut pas plaire à tout le monde. Et c'est d'accepter que en fait, ça fasse provoquer des réactions et que c'est peut-être mieux que l'indifférence dans notre société actuelle. Bon, je garde le meilleur par la fin.
bien sûr, ce qui se passe, c'est que énormément de personnes, voilà, comment on ose parler, parce que la difficulté, c'est qu'on est dans une société, c'est si on prend parti, on peut se faire désolidariser et perdre le lien social. Tahiti reste un cocon, une petite île avec, là au sens géographique, alors qui est grande parce qu'on y vit beaucoup de choses, mais tout le monde s'y connaît. Donc c'est difficile de se dire. Et en fait, petit à petit, les personnes parlent et des personnes par oral disent non, mais tu sais, Céline, je la connais, c'est quelqu'un de bien. Ça finit par tourner jusqu'à ce qu'arrive un jeune Tahoua trop mignon qui me dit mais tu sais, on a parlé de ça dans une grande conférence entre Tahoua de Paella. Et moi, je me suis dit, je vais aller l'interroger, voir qui c'est en fait. Parce qu'on parle d'elle, mais on ne sait pas qui c'est. C'est pas, voilà, nous, on ne la connaît pas. Et en fait, là, il s'aperçoit qu'il y avait des personnes qui me connaissaient, mais qui n'osaient pas parler. Il y en a une notamment qui était. Ça, par contre, vous voyez, on revient aussi sur quelque chose que je n'ai pas compris. Quelqu'un que j'ai eu quand même en séance. Je sais que j'ai beaucoup aidé notamment à recevoir un prix et qui n'a pas parlé et qui a même dénoncé et qui ensuite s'est excusé par oral mais jamais sur les réseaux sociaux. Voilà, je me dis ça c'est tabou. Tabou au sens il y a un sacré qui n'est pas sacré. Donc bon, bref, c'est comme ça, hein, ça fait partie. Mais ce qui se passe, c'est que petit à petit déjà des personnes me disent mais tu t'en fous, tu passes. Puis d'autres vont petit à petit renverser la vapeur et dire non, en fait il y a un travail et lisez-le. D'ailleurs, la personne, la blogueuse dont je vous parlais, Manoutea Reinushman, en participe à ça. Et aujourd'hui, un retour, en fait, à l'ouvrage, un retour à ce qu'il transmet. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que j'en parle enfin. Je sens qu'il est à sa place dans l'actualité. Parce que c'est sûr que là, je suis retournée à Tahiti et ce que je vois, c'est que déjà, le mana est beaucoup plus évoqué. Alors, c'est pas du tout du fait du bouquin, hein, là, pour le coup. Ça va être aller avec une rencontre que j'ai fait au moment où j'ai commencé à être initiée au chamanisme, qui est liée tout simplement à la politique touristique et au fait que le mana soit mis en avant dans les campagnes de promotion de Tahiti et ses îles à partir de 2016. Donc, les premières campagnes sur le mana, hein, Tahiti, les îles du mana, c'est à partir de 2016-2017. Et donc c'est aussi toute cette mise en avant de la culture et de l'identité qui va. Donc ça fait 10 ans maintenant. Et on voit bien que ça traverse et qu'il y a une compréhension que chaque personne, peu importe d'où elle vient, peut contribuer au mana avec ses perceptions et ce qu'elle en a reçu. Là où le bouquin, entre guillemets, pour moi a été une véritable belle aventure, c'est que j'ai rencontré énormément de personnes qui sont des mastodons de savoir à la fois au sens intellectuel, mais aussi à savoir au sens des pratiques énergétiques. Et aujourd'hui, moi qui vis hors Tahiti, pour contribuer ailleurs, parce que je reste, oui, une Française, au cœur tahitien, je rêve de Tahiti, je pense, toutes les nuits, donc qui contribue à Tahiti la nuit, je laisse aussi la place aux Tahoua locaux. Donc quand on me contacte pour vivre, alors je fais maintenant aussi des retraites à Tahiti, d'ailleurs je vais en faire une pour Matari Nia, donc le nouvel an tahitien qui est entre le 19 et le 21 novembre. Mais voilà, j'y viens ponctuellement. Et je recommande plein de personnes qui pratiquent et qui sont nés tahitiens avec cette multiplicité tahitienne, puisque être né tahitien, ça veut dire venir de peuples qui sont très différents, surtout quand on regarde la diversité, puisqu'il y a des origines chinoises, il y a des origines françaises, il y a des origines des différents archipels, il y a des origines hawaïennes, néo-zélandaises. Il y a aussi de l'américain, un peu de japonais, pas beaucoup finalement hispanophone, mais en tout cas il y en a quand même, hein, mais pas forcément je sens au sens sud-américain. Mais je les ai peut-être rencontrés. Je sais qu'il y a des hispanophones espagnols parce que j'en ai rencontré plusieurs. Ça, c'est une communauté qui était bien présente. Voilà, donc le pouvoir du mana, une belle aventure qui continue avec les formations et notamment ce que j'appelle la collection mana dans mes formations de transmission des savoirs, qui est donc constituée, comme m'a dit Toréa la dernière fois que je suis venue, d'une sacrée panoplie maintenant. Donc l'oracle du mana, l'oracle de Vayana, le tarot du Tahoua qui un jour aura la possibilité d'être imprimé, et les formations, donc les formations aux soins du mana, les formations aux soins de l'eau, la formation donc, au tarot de Marseille avec
l'approche polynésienne. Et bien sûr, la certification Manuiti, qui est une certification qui engage pour plusieurs années et qui pousse à être dans son pouvoir créateur. Voilà. J'hésite un peu enfin. Je me dis que j'ai vraiment l'impression d'obliger un message. Qu'est-ce que j'ai oublié, mes amis? D'accord. Ok. Alors, oui, c'est très important. J'ai oublié de parler des marquises et de Rapa Nui. D'accord. Ok, ça c'est check. Oui, d'accord. Bon, j'y vais. Alors, les marquises, c'est sûr que j'y suis allée à 2 reprises et j'ai eu la chance d'y aller. Une autre personne qui m'a beaucoup soutenue, que je remercie d'ailleurs, c'était vraiment ça, c'est Amélie Corbin, qui travaille pour EDTNJ, et en fait qui m'a fait faire des photos dans plusieurs archipels. Comme elle savait que je travaillais sur le mana, m'a toujours permis d'ouvrir la porte de plein de personnes que normalement personne n'a accès parce qu'elle connaissait du monde et que EDT est très respecté en local. Donc ça m'a permis d'avoir accès à énormément de monde, donc je la remercie. Et Rapa Nui, c'est là sur ça que je vais terminer, ça va être une manière aussi d'ouvrir le mana à d'autres cultures et à d'autres formes de pouvoir et à d'autres cosmogonies, parce que tout ça c'est le même souffle qui nous exprime différents visages et différentes manières de respirer pour revenir à la source. Rapa Nui, quand on est à Rapa Nui, j'ai eu à la fois des guides visibles et invisibles, mais essentiellement invisibles, surtout sur mon voyage initiatique à Rapa Nui. Après, j'ai eu des guides visibles, et notamment des guides visibles au Chili. Rapa Nui est une île donc espagnole, colonisée par les Espagnols. Le Chili était espagnol, il est devenu propre pays avec sa propre identité, son propre drapeau, ses propres emblèmes, oui merci. Et quand on est à Rapa Nui et quand on est au Chili, surtout à Valparaiso, et qu'on remonte jusqu'à Antofagasta, donc qui est au nord du pays, on sent les énergies polynésiennes. On sent une pulsation très forte de la faille pacifique, au sens une dorsale pacifique, une dorsale énergétique qui relie ce point à un point central dans les Andes que je ne suis pas autorisée à vous communiquer, mais que vous pouvez deviner si vous êtes connecté, et qui permet de relier ces peuples et ces traditions aux traditions amérindiennes, et donc notamment tout ce que j'ai pu dire, ce que je n'ai peut-être pas dit dans cette capsule, mais que je dis dans une autre, qui est l'utilisation des plantes et l'utilisation des symboles et des animaux totems et des fonctionnements des clans et des tribus. Voilà, mais aussi de l'histoire, la similarité de l'histoire dans la transmission des mémoires, qui fait qu'aujourd'hui, énormément de mémoires ressurgissent par d'autres canaux que nous sont notamment les peuples métis, les chamans métis, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas nées dans des traditions chamaniques, on va dire classifiées, pas nées de mongols, pas nées tahitiens, pas nées péruviens du clan du lac Titicaca, c'est ce qu'on me montre au moment où je vous dis, pas nées celtes, qui reste encore aujourd'hui un héritier. Bah si, il y en a plein, oui, c'est vraiment montré, c'est vrai. Voilà, mais né d'une diversité culturelle. Et dans une société où nous sommes tous de plus en plus fruits de migration et d'immigration, comme nous sommes de plus en plus fruits de peuples qui se sont rencontrés, il est important de comprendre que cette mélange que nous sommes est tout autant une forme de clan, d'origine et d'ancrage que celui d'un seul peuple confiné, entre guillemets, à une, et c'est au bon sens du terme, à une localité, à un village, à un visage, à un lieu. Hein, c'est de comprendre que ce mélange des lieux par le sang, par l'amour, hein, permet de faire naître aujourd'hui des recrudescences et des éveils, des renaissances de l'éveil et des renaissances de la connaissance, puisque les mélanges permettent de croiser ces connaissances invisibles, ces mémoires invisibles, pour qu'elles ressurgissent et réapparaissent sous des nouvelles formes. Vive le pouvoir du mana, c'est génial, on a hâte. Sur ce, donc, le pouvoir du mana, c'est aux éditions Vega, chez Très Daniel, The Big Group. Et c'est en vente. Oui, c'est toujours en vente. C'est toujours disponible. Si vous le voulez par, entre guillemets, mes mains et vous le voulez dédicacé, vous m'envoyez un mail. Je vais bientôt le mettre en ligne sur mon site, mon école, ou sur mon site perso. Et voilà, ceux qui le savent, ils me le demandent. Comme ça, il y a une dédicace et je l'envoie par la poste. Je facture juste le prix
je facture le prix normal et je facture le prix de l'envoi, quoi. Rien d'anodin et d'anormal dans tout ça, puisque c'est précieux et rare. Voilà, pour contrecarrer le mot anodin et anormal. Ya, Aleph, en force. Sur ce, à bientôt. Nana.